briser la conservation de l'énergie, et même changer la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de la redoutablement puissante double relativité restreinte. Le physicien Amelino Camelia a introduit un terme d'énergie supplémentaire dans la relation énergie-impulsion de la relativité restreinte, ce qui a perturbé les transformations de Lorentz et brisé la loi de conservation de l'énergie, redéfinissant ainsi l'expression de la vitesse de la lumière, et rendant possible sa modification, levant pour l'humanité un coin du voile sur la structure quantique de l'espace-temps. Pour comprendre la double relativité restreinte, commençons par la transformation de Galilée entre référentiels. La version la plus ancienne de la relativité a été proposée par Galilée il y a plus de 400 ans. Galilée comprit que le mouvement est fondamentalement relatif, et formula le célèbre principe de relativité galiléenne. Ce principe affirme que les lois de la physique doivent être identiques dans tous les référentiels inertiels. Les lois de la physique ne se soucient pas de la vitesse d'un référentiel inertiel. Par exemple, dans un train se déplaçant à vitesse constante, si vous lancez une petite balle vers le sol du wagon, sa chute verticale ne sera affectée en rien par le mouvement du train. Quelle que soit la vitesse du train, la situation reste la même. Cela montre que, dans la relativité galiléenne, le concept de repos absolu disparaît pour les référentiels inertiels. Un demi-siècle plus tard, la relativité galiléenne devint le fondement de la mécanique newtonienne, et transforma complètement le cours de la science humaine. Mais la relativité galiléenne avait aussi ses défauts. Par exemple, elle s'est révélée incompatible, au milieu du VIe siècle, avec l'électrodynamique décrite par les équations de Maxwell. Einstein, doté d'une intuition aiguë, comprit où se trouvait le problème. Il pensa que la vitesse de la lumière faisait aussi partie des lois fondamentales de la physique, et que, par conséquent, mesurer la vitesse de la lumière dans n'importe quel référentiel inertiel donnerait toujours le même résultat. C'est ainsi qu'Einstein développa la relativité restreinte. Dans la relativité galiléenne, il suffit d'ajouter la vitesse d'un référentiel aux autres vitesses, pour passer à un autre référentiel. Ce type de transformation est appelé transformation de Galilée. Les transformations de Galilée présentent un problème aigu. Elles permettent facilement à des objets de dépasser la vitesse de la lumière. Dans la relativité restreinte d'Einstein, ce problème est résolu en introduisant, dans le processus de changement de référentiel, un facteur de transformation supplémentaire. Aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière lors d'un changement de référentiel. Ce type de transformation est appelé transformation de Lorentz. 10 ans après la publication de la relativité générale, la mécanique quantique apparut. Mais avec elle surgit un nouveau conflit. La relativité générale et la mécanique quantique semblaient irréconciliables, tout comme autrefois la relativité galiléenne et l'électrodynamique. Les efforts pour résoudre cette contradiction donnèrent naissance aux recherches sur la gravitation quantique, notamment la théorie des supercordes et la gravitation quantique à boucle. Tout comme Einstein avait réexaminé la relativité galiléenne, les physiciens, en réexaminant la relativité d'Einstein, firent une découverte stupéfiante. Il existe dans la relativité deux constantes fondamentales. L'une est la vitesse de la lumière c, l'autre est la constante gravitationnelle g. Avec le développement de la mécanique quantique, une nouvelle constante naturelle apparut. C'est la constante de Planck h. En combinant habilement ces constantes, on obtient diverses unités de Planck, comme le temps de Planck, la longueur de Planck et la masse de Planck. Ces unités de Planck nous indiquent où la mécanique quantique et la relativité générale fusionnent, ou à quelle échelle, en observant l'espace et le temps, apparaissent les effets quantiques. La mécanique quantique nous dit que sonder des distances de plus en plus petites exige de plus en plus d'énergie. Et la relativité générale nous dit que l'énergie courbe la structure de l'espace-temps. Ainsi, dans une région donnée de l'espace-temps, pour sonder cette région, l'énergie de sondage doit atteindre une certaine limite. À ce moment-là, une densité d'énergie extrême déforme l'espace-temps au point de former un trou noir. L'échelle à laquelle cela se produit est appelée la longueur de Planck, environ 1,610 mètres. Et l'énergie nécessaire pour sonder cette taille est l'énergie de Planck, environ 1,95610 GeV. Lorsque les physiciens réexaminèrent la relativité restreinte, ils découvrirent que, dans les transformations de référentiel, en plus de la vitesse de la lumière, la longueur de Planck reste elle aussi invariante. Leur raisonnement est le suivant. La relativité restreinte nous dit que les longueurs se contractent dans la direction du mouvement, c'est la contraction de Lorentz. Si cela s'appliquait à la longueur de Planck, alors celle-ci ne pourrait pas être une propriété quantique fondamentale de la structure de l'espace-temps. De plus, si la longueur de Planck dans un référentiel dépendait de la vitesse relative, cela signifierait qu'elle ne changerait que dans la direction du mouvement. Autrement dit, la longueur de Planck capable de transformer l'espace-temps classique en espace-temps quantique dépendrait de la direction du mouvement du référentiel, ce qui est extrêmement étrange. En outre, la longueur de Planck est définie par trois constantes fondamentales invariantes. Par conséquent, dans n'importe quel référentiel, les constantes de Planck dans les autres référentiels doivent être identiques. Les transformations de Lorentz sont une correction des transformations de Galilée. Dans les transformations de Lorentz, la vitesse de la lumière est invariante dans tous les référentiels. Les physiciens se sont alors demandé
S'il existait une autre correction, qui pourrait rendre la longueur de Planck invariante dans tous les référentiels, que se passerait-il alors? Ils trouvèrent une telle méthode dans un article, publié en 2000 par le physicien italien Amelino Camelia, appelé double relativité restreinte, abrégé en DSR. Dans sa version moderne, elle considère l'énergie de Planck comme l'invariant à la place de la longueur de Planck. L'énergie de Planck est l'énergie réellement nécessaire pour sonder la longueur de Planck, et elle y est reliée par une formule simple. Si nous pouvons rendre l'énergie de Planck indépendante de la vitesse, alors nous faisons de même pour la longueur de Planck. Puisque nous parlons d'énergie, nous pouvons utiliser l'équation d'Einstein pour relier l'énergie à la masse et à l'impulsion. Vous pensez sûrement à la célèbre équation masse-énergie, E égale mc. Mais en réalité, sa forme complète est la suivante. Elle dit que l'énergie d'une particule est égale à l'énergie équivalente de sa masse au repos, plus l'énergie due à son impulsion. Cette relation est aussi appelée la relation de dispersion relativiste. Rappelons qu'en passant des transformations de Galilée aux transformations de Lorentz, on ajoute un facteur de conversion, le facteur de Lorentz, qui ne devient significatif que lorsque la vitesse approche celle de la lumière. De la même façon, nous pouvons ajouter un facteur à la relation de dispersion, qui devient important à proximité de l'énergie de Planck, appelée MDR. Il inclut le rapport entre l'énergie de la particule et l'énergie de Planck. Lorsque l'énergie est bien inférieure à celle de Planck, le terme de correction tend vers zéro, et nous retrouvons la relation de dispersion originale de la relativité restreinte, comme, à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, les transformations de Lorentz se réduisent aux transformations de Galilée. Dans le terme correctif, plus l'exposant n est grand, plus l'énergie du système se rapproche de l'énergie de Planck, et le coefficient est à contrôle l'intensité globale. Si le terme correctif du MDR devient de plus en plus significatif par rapport à la relation de dispersion originale, cela signifie que la conservation de l'énergie et de l'impulsion telle que nous la connaissons n'est plus valable. Pourquoi cela? Nous savons qu'en physique existe un célèbre théorème mathématique appelé le théorème de Noether. Il affirme que, à toute symétrie correspond une loi de conservation. Dans la relativité restreinte, les transformations de Lorentz correspondent à la symétrie de Lorentz, et la conséquence directe de cette symétrie est la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Si la relation de dispersion dérivée des transformations de Lorentz change, cela signifie que la symétrie de Lorentz est brisée, et donc que les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion qu'elle impose sont elles aussi brisées. Dans la relation de dispersion modifiée, la violation de la conservation de l'énergie et de l'impulsion signifie en réalité que nous pourrions découvrir une symétrie et une quantité conservée plus fondamentale. Nous savons que la conservation de l'énergie et de l'impulsion est fondamentale pour toute la physique. Par exemple, elle nous permet de déterminer comment les particules interagissent en physique quantique. Elle ne détermine pas seulement comment les particules échangent énergie et impulsion. Elle détermine aussi quelles interactions sont possibles. Cela nous fournit donc un moyen expérimental de tester la double relativité restreinte. Prenons un exemple. Un photon virtuel sans masse au repos peut se transformer en une paire de particules de matière, un électron et un positron, mais à cause de la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Sans énergie supplémentaire, un photon unique ne peut pas se désintégrer de cette façon. Seule l'interaction avec un autre photon peut produire une paire matière-antimatière. Cependant, si la relation de dispersion modifiée brise la conservation de l'énergie et de l'impulsion, alors un photon unique pourrait spontanément se désintégrer en une paire électron-positron. À l'heure actuelle, les photons et autres bosons sans masse sont considérés comme parfaitement stables à l'état isolé. S'ils ne l'étaient pas, nous pourrions le détecter expérimentalement. Bien sûr, cela nécessite des énergies extrêmement élevées. Les termes correctifs de la relation de dispersion deviennent importants près de l'énergie de Planck. D'un autre côté, ces transformations de Lorentz modifiées peuvent encore se produire à des énergies bien inférieures à celles de Planck. Même si la probabilité est faible, cela signifie que, si la relation de dispersion modifiée est correcte, alors, sur des temps suffisamment longs, les photons de haute énergie peuvent se désintégrer. Autrement dit, avant leur désintégration, la distance que peuvent parcourir les photons de haute énergie dans l'espace devrait être limitée. Ils ne peuvent pas voyager indéfiniment. Les physiciens ont déjà observé des photons de haute énergie provenant d'astres lointains, comme ceux issus d'explosions de supernovas dans la Voie lactée. Même si la probabilité de désintégration spontanée est très faible, nous ne pouvons pas éliminer totalement cette minuscule probabilité pendant leur propagation. La conservation normale de l'énergie et de l'impulsion interdit aussi un autre phénomène. Un électron ne peut pas, sans interaction avec d'autres objets, émettre spontanément un photon. Ce phénomène est appelé le rayonnement Tcherenkov du vide, mais à proximité de l'énergie de Planck. La relation de dispersion modifiée rend ce phénomène possible. Bien sûr, jusqu'à présent, les astronomes n'ont observé aucune preuve de rayonnement Tcherenkov du vide. Dans certaines versions controversées de la double relativité restreinte, on suggère même que la vitesse de la lumière pourrait dépendre de sa longueur d'onde et de son énergie. Mais pourquoi la vitesse de la lumière changerait-elle près de la longueur de Planck ou de l'énergie de Planck? Les physiciens redéfinissent la vitesse de la lumière
comme la dérivée de l'énergie par rapport à l'impulsion. Dans la relation de dispersion modifiée, nous voyons apparaître des termes supplémentaires dans l'énergie. Et à des énergies extrêmement élevées, ces termes deviennent cruciaux. Cela entraîne une déviation de la dérivée énergie-impulsion par rapport à la vitesse c. Ainsi, si ce rapport différentiel définit la vitesse de la lumière, alors nous pouvons la modifier à des énergies extrêmes. Cela signifie que les photons de haute énergie peuvent se déplacer plus vite ou plus lentement que ceux de basse énergie, selon la nature de la relation de dispersion modifiée. Dans tous les cas, cela peut être testé expérimentalement. Les scientifiques recherchent depuis longtemps de minuscules variations de la vitesse de la lumière en fonction de l'énergie. Leur méthode consiste à mesurer les différences de temps d'arrivée entre des photons de différentes énergies, issus d'un même événement astrophysique lointain. Par exemple, les sursauts gamma sont le résultat d'explosions de supernovas. Ils produisent des photons gamma de très haute énergie, ainsi que tous les autres photons de plus basse énergie. Nous savons que tous ces photons commencent leur voyage vers la Terre au même moment. En principe, les physiciens devraient pouvoir déterminer si les photons de plus haute énergie se propagent à une vitesse différente. Si c'est le cas, le temps d'arrivée des photons de haute énergie sera différent de celui des photons de basse énergie. Jusqu'à présent, le sursaut gamma de plus haute énergie détecté est le GRB 221009A de l'année 2022. Cependant, les expériences actuelles n'ont encore trouvé aucune preuve d'une relation de dispersion modifiée de la double relativité restreinte. Mais cela n'a rien d'étonnant. Dans des conditions normales, E est toujours égal à mc. À l'échelle de Planck, la rupture de la symétrie de Lorentz par des mécanismes quantiques potentiels reste un problème que les physiciens ne comprennent pas encore complètement. De plus, avec les méthodes expérimentales actuelles et les niveaux d'énergie disponibles, les termes correctifs requis dans la relation de dispersion sont trop petits, bien trop faibles pour être facilement détectés. Mais les possibilités stupéfiantes révélées par la double relativité restreinte ont tout de même levé un coin du voile sur la structure quantique de l'espace. Nous nous reverrons au prochain épisode. Au revoir.